Bienvenue à tous. Depuis 60 ans, elle est incarnée par nos présidents de la République. Mais jusqu'où porte la voix de la France à l'étranger? C'est ce que nous allons tenter de savoir aujourd'hui dans ce droit de suite. Pour commencer, notre documentaire, La Ve République vue d'ailleurs, du général de Gaulle à Emmanuel Macron. Et vous allez le voir, des historiens, des chercheurs, des diplomates étrangers, ils portent un regard sans complaisance sur l'image de la France telle qu'elle a été véhiculée jusqu'ici par les différents locataires de l'Élysée. Je vous retrouve juste après pour notre débat avec mes invités, dont le réalisateur Jean-Michel Dzian. Bon doc. Le grand tort des Français, c'est de croire qu'ils sont différents des autres. Vous avez essayé de construire un mythe. C'était la France de 1789, c'était la France qui s'opposait à la guerre au Vietnam. En Chine, la tradition, pendant longtemps, c'est les Lumières. Il y a une attente vis-à-vis de la France. Une attente que la France soit la France. Bon, la France fait parfois partie de ces deux poids deux mesures. On exige des choses à certains pays qu'on ne fait pas soi-même. Et quand elle est en dessous de ces valeurs, il lui reproche de ne pas être la France. Il reste une foi justement en cette démocratie française, en toutes les valeurs des Lumières. Lorsqu'on a été une puissance dominante pendant des siècles, il est extrêmement difficile d'ajuster ensuite son rôle dans le monde. La vérité, c'est que c'est toujours un pays assez méconnu, la France. Il aura fallu 2 guerres mondiales dévastatrices, un empire qui se disloque sous les coups de boutoir de peuples qui s'émancipent, pour que la France en finisse avec sa 4e République. Dans ce monde bipolaire de l'après-guerre incarné par des valeurs qui désormais s'affrontent, le pays des Lumières, absent à Yalta, cherche une 3e voie. Un général surgit alors du chaos pour prendre à témoin ceux qui, en Amérique latine ou au Proche-Orient, en Afrique ou en Asie, croient aux valeurs de la République. Qu'en est-il 60 ans plus tard, alors qu'ils sont 7 chefs de l'État à lui avoir succédé? Qu'en pensent ceux et celles qui, au Sénégal ou au Bénin, en Équateur ou en Iran, à Londres ou à New York, entretiennent avec la France éternelle des sentiments que les Français eux-mêmes n'imaginent pas? Excellentissimo Señor Presidente. French President François Hollande. Giscard d'Estaing. Nicolas Sarkozy. French President Macron. François Mitterrand. Jacques Chirac. Président Pompidou. Señor General Charles de Gaulle. Je suis élève du collège franco-péruvienne à Lima. J'ai 10 ans et demi. Il est haut, avec un nez grand. Il lève souvent la main. Il a presque toujours son uniforme. Il a libéré la France en 1944. Ah, il vient, monsieur de Gaulle, il est là-bas, non? Oui, oui, oui. J'aime la France. Et le général aussi. Un général plus militaire que jamais savoure alors ici, à Buenos Aires, au pied d'un hôtel qui fleure bon l'Empire, ce que la France est encore commercé le mieux, l'imaginaire de la liberté. Pendant la guerre, mon général, c'était mon chef. J'étais très content de le voir, je serrais sa main. 5 ans après son retour, le général de Gaulle se pose partout en héros des indépendances. A-t-il conscience de l'attente qu'il nourrit, de l'espoir qu'il suscite chez ceux qui imaginent alors la démocratie à portée de main? Ça m'a ému beaucoup, puisque la France, pour nous, ça représente un pays qui nous a légué sa culture.
L'image qu'avait De Gaulle et qu'a encore De Gaulle aujourd'hui en Amérique latine est une image positive, avec l'émancipation, la libération et la lutte contre le nazisme, c'est très présent. Il avait une image d'un homme d'État, un républicain, De Gaulle, libérateur de la France, de cette république qui en elle-même porte des valeurs importantes pour les Latino-Américains face à la barbarie du nazisme. Toutes les sommités du pays sont là, immobiles, le regard fixé sur celui qui, ici, vient s'entendre dire tout haut qu'il est aussi le lointain mais fidèle compatriote de Diderot, Voltaire et Rousseau. Señor General de Gaulle, que nos viene de lejos y nuestros próceres nos han indicado caminos de honor, de libertad y de independencia para Argentina, para América y para la humanidad. Esa tradición se identifica con la lucha, con los ideales, con la cultura y con el sacrificio de Francia en todos los tiempos. L'Amérique latine a été très inspirée, je dirais, par deux choses. La Révolution américaine, nord-américaine, états-unienne, et la Révolution française et l'Empire. Les États-Unis se conçoivent comme le pays de la liberté, alors que la France est conçue comme le pays de l'égalité. L'idée de la République est une idée que les Latino-Américains associent avec la France et avec l'histoire, la culture, même, je dirais, la langue française. Vous pouvez me réciter 2 vers d'un poète français? Oui, je peux. Fais énergiquement ta langue lourde tâche dans la vie où le sort a voulu t'appeler et après, comme moi, meurs sans parler. Alfred de Vigny. Il y avait comme ça un côté très exotique dans un voyage, comme ça, 3 semaines, 10 présidents rencontrés, 49 discours, une espèce de match des records, quoi, incroyable. Gracias, señor presidente. Le général s'exprimait souvent en espagnol, donc le fameux pueblo français, c'est el pueblo mexicano, la mano en la mano. La mano en la mano. Le monde a été surpris. C'est devenu presque une pratique diplomatique aujourd'hui d'essayer de parler de la langue, si on peut dire quelques phrases, quelques mots dans la langue du pays où on est si chaleureusement reçu. Il faut marquer une différence entre les gouvernements français et la France en tant que telle. Le général savait parfaitement qui était le général Stroessner ou qui étaient les dictateurs qu'il rencontrait. Des gouvernements de droite et d'extrême droite en Amérique latine qui jouent le jeu des Américains. Il décide de s'habiller en militaire pour rencontrer certains généraux. Il mesure très exactement le personnage qu'il veut être. Il suffit en Équateur, par exemple, qu'il retire son képi pour s'adresser au peuple, ou ailleurs de le remettre quand les militaires lui font les honneurs. Certains se souviennent encore que ce fut en Amérique latine que les premiers comités de la France libre se sont constitués. C'était le lendemain de son appel à Londres du 18 juin 1940. Ici, on n'oublie rien. Mais on attend beaucoup. De Gaulle, c'est celui qui cherchait à rétablir le rôle de la République sur la scène mondiale. C'est particulièrement significatif d'aller en Amérique latine et d'y rester longtemps et d'y tenir un discours d'indépendance par rapport aux gringos, aux grands rivales nord-américains. Viva Chile! De Gaulle n'étant pas atlantiste, voulant marquer des différences avec les États-Unis et évidemment avec le bloc communiste, pour lequel il n'avait pas de sympathie. Viva el Ecuador! Il s'est dit, l'Amérique latine, c'est vraiment le contexte parfait pour pouvoir marquer symboliquement cette initiative de troisième bloc. Viva el Paraguay!
C'était la France où De Gaulle était en train de réussir son pari de faire de son pays un acteur sur la scène mondiale qui compte. Ça a été la prise de conscience plus claire encore qu'il y avait désormais une autonomie réelle de la France par rapport aux États-Unis d'Amérique. La domination américaine, elle est globale, mais elle est avant tout latino-américaine. Les latino-américains, en général, vivent ça comme une insulte. Et ils cherchent des partenaires pour pouvoir diversifier leurs relations et ne plus se sentir dans cette arrière-cour. Nos origines sont les mêmes, européennes. Pour vous, à travers l'Espagne d'abord, chrétienne, latine. Je pense que c'était une erreur politique d'avancer le concept de latinité, oui, parce que en fait l'Amérique latine, c'est une sorte de métissage très très complexe. En attendant, il sème la bonne parole, murmure doucement sa bienveillance. Chez les ouvriers qui ce jour-là font relâche, il n'est ni de droite ni de gauche, ni militaire ni révolutionnaire. Il est la figure du libérateur, la légende vivante du vainqueur. La France n'était plus une grande puissance comme l'étaient devenus les États-Unis, et son pouvoir économique était quand même limité par rapport à ce qu'il a pu être. Mais la France, certainement, est une terre d'exil pour des artistes, pour des gens engagés politiquement, pour la gauche latino-américaine, qui est quand même réprimée à feu et à sang dans les années 60-70. Je vis en France depuis 30 ans. J'ai pu écrire ici une grande partie de mon œuvre et participer de plusieurs façons à la lutte que tant de latino-américains nous livrons pour la liberté de nos pays opprimés par des dictatures. Paradoxalement, cet ouvrage commence à Paris et se termine à Paris. Bien sûr. Ben pourquoi? Parce que Paris, c'est la capitale de l'Amérique latine. Les élites africaines ont eu le sentiment d'une sorte de trahison. D'une certaine façon, elles s'étaient habituées à l'idée que la France ne soit pas seulement l'ancienne puissance coloniale, mais que le discours de l'amitié éternelle entre la France et les pays africains se continue. El presidente de Francia representa con dignidad y solemnidad el pasado heroico de Francia y la mano tendida a los pueblos latinoamericanos. Quand 10 ans plus tard, son successeur Georges Pompidou foule le tarmac de l'aéroport de Pékin, c'est De Gaulle que les Chinois accueillent. C'est son ancien Premier ministre d'alors qu'ils viennent saluer pour avoir été le témoin de cette décision, impensable alors, de reconnaître en pleine guerre froide la République populaire de Chine. La France doit pouvoir entendre directement la Chine et aussi s'en faire écouter. Monsieur André Malraux, reporter d'un message du général de Gaulle au président Mao Tse-tung. Qui mieux qu'un écrivain ministre en exercice pour épouser le roman national et faire jaillir à Pékin ou à Paris le sentiment que l'orgueil des civilisations est infiniment supérieur à celui des nations. Le pouvoir a parfaitement récupéré cette affaire. Pendant longtemps, la Chine, en tant qu'un pays communiste, a été isolée. Ça a sans arrêt été cité en Chine comme un exemple pour les autres. Regardez, De Gaulle, la France nous reconnaît, tout ça. Comme si l'ombre portée du général avait déjà fixé dans le marbre les traces indélébiles d'un imaginaire national qui, désormais, va se confondre avec sa 5e République. En 1973, en Chine, j'étais un jeune enfant, j'étais à la campagne. 法国总统的访问，你高兴不高兴？高兴。为什么？Oui, très content. 因为法国蓬皮杜总统到我国来访问。 Je pense que cette visite renforcera l'amitié entre nos deux pays. Toutes ces visites étaient bien encadrées, c'est presque un théâtre, tout est bien programmé, presque une décoration. Eh bien, j'étais assis à sa gauche, dans des fauteuils très confortables.
Nous avons parlé beaucoup et de tout, même de poésie. Pompidou essaie de rétablir la France littéraire, la France artistique, la France créative. Je ne suis pas sûr que M. Pompidou a parlé de droits de l'homme en Chine. Il n'y a rien. Hein. C'est vraiment une période totalitaire. M. Pompidou a reçu en cadeau une calligraphie d'un poème de Mao Tse-tung. Il a offert à Madame Mao 12 gravures datant de la Révolution française, des scènes illustrant la prise de la Bastille et aussi allant jusqu'à Robespierre. 唐皮杜总统说：“我为有机会同你见面感到非常荣幸，因为你使世界改变了面貌。”他还转达了戴高乐将军生前怀有的同毛主席会见的愿望。 Mais de quelle république ont-ils parlé? Celle du Petit Livre Rouge ou celle de Victor Hugo? Dans ce ballet diplomatique inédit, Chinois et Français trinquent surtout aux bons coups qu'ils sont en train de jouer à Washington et Moscou. À ceux aussi qui, à Paris ou à Pékin, rêvent de lendemain qui chantent. Les Français s'intéressent plus et plus au Petit Livre Rouge qu'à Pompidou essayant de parler avec Chou En-lai. La conversation a commencé par quelques propos à bâton rompu, la mode par exemple. Chacun devrait avoir la sienne, dit Chou En-lai, sans chercher à influencer les autres pays. Mais la vôtre, la mode chinoise, rétorque M. Pompidou, exerce une influence. M. Chou En-lai, ah, si on me demandait mon avis, j'aurais dit que j'étais contre. Oui, parce que je suis un vieux Parisien. J'ai vécu 3 ans là-bas, à Paris, lorsque j'étais jeune. Oui, de bons souvenirs. Lorsque j'étais là-bas, souvent je faisais des promenades là-bas, c'était très bien. Et là, le boulevard de l'Opéra, là. Il existe toujours. Les glorieuses luttes révolutionnaires menées par le peuple français ont exercé une profonde influence sur l'histoire moderne du monde. Qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour exprimer notre haute estime au grand peuple français. Nous chérissons l'amitié du peuple français. Décidément, les symboles sont plus forts encore que les grands principes et les discours. Quand 1989 rime avec 1789, quand la jeunesse se révolte, c'est la France des droits de l'homme qui est convoquée. Je suis allé vers l'endroit où ils avaient déjà tué des gens. J'ai des étudiants qui ont été tués. Les autorités ont diffusé l'avis suivant à tous les policiers. Si vous attrapez Zhang Boli, vous pouvez le tuer sur place. C'est la seule façon de sauver la Chine, un quart de l'humanité, c'est la démocratie. La position prise par la France, c'est quand même très importante. La France a ouvert les bras à accueillir des dizaines de leaders du mouvement de 89. Cette tradition de la Révolution française a vraiment beaucoup marqué les Chinois. Mon oncle s'appelle Émile. Il était président du Dahomey, notre pays. Je me suis hardi seulement quand j'avais 60 ans à lui demander, donc très récemment, lui demander mais pourquoi tu t'appelles Émile? Il m'a dit mais parce que je suis né en 1918 et ton grand-père a pensé qu'il fallait honorer Rousseau. Je me suis dit comme quel succès culturel. Je vais vous donner un autre témoignage, c'est celui du général de Gaulle. Quand, au lendemain de la libération, il a accordé le droit de vote aux Arabes et aux Noirs, un gouverneur des colonies lui a dit « Mon général, est-ce que vous ne croyez pas que le sang français va être envahi par le sang arabe et noir ?» Et le général de Gaulle lui a dit « Mon cher gouverneur, vous êtes un bourgeois, l'avenir est au métissage. » Qu'est-ce qui peut motiver le premier président non gaulliste de la Ve République de venir à Bangui célébrer l'Afrique, le choc pétrolier de 1974 et ses conséquences économiques et politiques, tout simplement?
c'est-à-dire sa décision de fermer les frontières de l'Hexagone pour contenir une immigration croissante des travailleurs étrangers. Une première. Je venais ce matin même d'envoyer mon livret de pension au Trésor français. Tant que je serai titulaire de cette pension, je me considérerai toujours comme soldat français. Est-ce que les Français vous ont soutenu dans ce coup d'État militaire? Aucun Français. Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il vous a dit après ce coup d'État? Silence absolu. C'est pas un peu inquiétant ce silence? C'est pas grave. Je suis de la famille française. Ici en Centrafrique, à l'occasion du deuxième sommet des chefs d'État africains et français, c'est une certaine histoire gaullienne des relations entre la France et ses anciennes colonies qui s'éteint, mais tout doucement. Alors que la crise économique mondiale est déjà palpable, personne n'entend céder à un pouce des privilèges et des fastes. Au contraire. Une conférence franco-africaine qui commence plutôt mal. Les plus pessimistes la disent déjà compromise. Motif, la réunion manque de préparation, il n'y a pas d'ordre du jour et l'on ne sait pas très bien de quoi on va parler. La France n'a pas fait Bokassa, elle a accepté Bokassa, ou elle a honoré Bokassa, puisqu'elle a des relations de pays à pays. Giscard semble être ami avec Bokassa. Il se trouve qu'il y avait un coefficient personnel parce que le président Giscard d'Estaing aimait bien les paysages et la chasse. Oui, c'était tous les mauvais côtés de la France-Afrique qui étaient résumés par cet étrange lien entre ces deux hommes. Giscard d'Estaing Bokassa sera gravé dans l'histoire des deux pays. La France et la République centrafricaine. Vive Giscard d'Estaing! Giscard était quelqu'un de très raide, de spécialiste, économiste, financier, de tout ça. Mais c'est ce qui est étonnant, qu'on ne voyait pas ce qui était derrière cette masque. Ce masque-là, les chefs d'État ici réunis en ont vu l'épaisseur. Alors on marche à ses côtés, distant, sans un mot. Seul Léopold Sédar Senghor, figure emblématique de la négritude flamboyante, donne le change. Le président du Sénégal est le seul à briser la langue de bois. En ce qui concerne les accords franco-africains, nous avons une conversation très franche. Nous avons parlé de la carte d'immatriculation qui est imposée aux négro-africains qui vivent en France, de certaines brutalités exercées contre eux. Nous avons parlé des inégalités qui existent dans les pensions des anciens combattants. Empereur de Centrafrique. Je vais vous dire d'abord quels étaient mes sentiments à moi, comme jeune Africain de 20 ans, à ce moment-là. Je m'étais senti profondément humilié. C'est-à-dire, évidemment, l'évolution de Jean Bédel Bokassa, je l'avais vécu comme un cauchemar. L'Afrique avait eu son content de régime autoritaire, mais ubuesque à ce point, au point de vouloir devenir un empereur, on n'avait pas vu ça. Si la France, précisément, est là, une reconnaissance par l'ancienne puissance coloniale de cette mauvaise blague qui était en train de se dérouler à Bangui. Ça affaiblit la France parce que le ridicule ne tue pas, mais vous affaiblit. Devant les immenses sacrifices que nous avons consentis pour la libération de la France, il faut le reconnaître, nous nous considérons toujours un peu comme Français. Le côté ubuesque était encore accentué par ce fameux discours de la culpabilisation,
puisque la France était l'ancienne puissance coloniale, elle devait en quelque sorte expier le crime colonial en étant au bon soin avec lui. Mais il y a une chose qu'il faut que les Français se rappellent, c'est que la colonisation c'est très court. Donc faire très attention, ce n'est pas la France coloniale qui incarne la France. C'est beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond, beaucoup plus multiple. Mais cela étant, le président Giscard d'Estaing, c'est vrai, était aussi soucieux d'une espèce de stabilité de l'Afrique centrale. Les étreintes ou les accolades n'y feront rien. Il la paiera cher, cette stabilité, notre président, et la France par la même occasion. Seul au monde, Bokassa Ier et Valéry Giscard d'Estaing n'avaient là, dans ce corps à corps si convenu, plus grand-chose de républicain. Il y a un mélange de respect, d'admiration pour la France et de dérision aussi. Les gens qui se croient un pays exceptionnel. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. C'était pas gentil, c'était pas des compliments, c'était une phrase de rupture. Et il y avait là l'expression de dépit. Évidemment, dans le monde arabe, c'était la joie. Depuis l'annexion des territoires arabes par Israël en 1967, rien ne va plus. De Gaulle le dit haut et fort. D'ailleurs, son successeur Georges Pompidou l'a vécu à son détriment. Lorsqu'en 1970, à Chicago, il se fait publiquement insulter pour avoir vendu des mirages à la Libye. L'État hébreu avait déjà décidé de bouder la France. L'arrivée en 1981 d'un socialiste à l'Élysée, fut-il parfaitement identifié au roman français, n'est pas à l'étranger une source de sérénité. Sauf en Israël. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un président français se rend en voyage officiel dans l'État hébreu. François Mitterrand était un vieil ami d'Israël. On savait que Mitterrand était pro-israélien, on savait qu'il était philosémite. Il n'était pas un dirigeant de la gauche comme un autre, moins encore de ceux qui étaient très liés au combat du peuple palestinien. Il a été reçu par une vague de sympathie, comme si l'opinion israélienne attendait cela, une espèce de réparation pour tout ce qu'on a subi avant. J'accepte pain, sel et vin ensemble comme symbole de la diversité et de l'unité profonde des hommes. Mes compatriotes, face à lui, c'était l'apparition d'une vedette, du rockstar. אף שישראל ידעה בשנים האחרונות ביקורים היסטוריים כמו של הנשיא סאדאת והנשיא קרטר, ביקור הנשיא מיטראן הוא בהחלט מאורע יוצא דופן. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Attendez à sortir. La poignée de main, s'il vous plaît. Elle se fait attendre la poignée de main, comme si les serrer l'une et l'autre à la face du monde avait valeur de pardon. Mais il fallait en finir une fois pour toutes avec la blessure infligée 15 ans plus tôt par le fondateur de la Ve République. Che mi hai siglato il pezzo? Che era successo l'altro ieri? La macchina, il y avait quoi? Forcément marqué, il y avait quoi? Après, on va aller jusqu'à la Constitution de l'État. Je suis heureux
privilégié d'accueillir parmi nous le président de la République française. אמש שמעתי מפי גברת דניאל מיטראן כי הזוג הנשיאותי היה מיודד במיוחד עם הוגה הדעות ואיש המצפון אלבר קאמי. ולכן תרשו לי לסיים את דבריי בציטוט מן המקור. Monsieur le Président, rien n'est donné, rien n'est promis, mais tout est possible à qui accepte d'entreprendre et risquer. Monsieur le Président, la parole est à vous. Étant admis une fois pour toutes que j'exprime cette opinion dans le respect des droits fondamentaux qui s'imposent à moi comme aux autres et dont le premier, me semble-t-il, est pour chacun l'irréductible droit de vivre. Ce droit, mesdames et messieurs, est le vôtre. Il est celui des peuples qui vous entourent. Et je pense, bien entendu, prononçant ces mots aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, qu'il a dit à la tribune de la Knesset des vérités très dures. Mais il a aussi dit, je dis la même chose ici, à Ramallah, à Damas et au Caire. Et on le croyait. Ça a été véritablement comme si on pouvait reprendre le fil interrompu par le général de Gaulle. La fierté de Mitterrand, ça a été de pouvoir dire à tout le monde la même chose. C'est d'ailleurs resté vrai de presque tous les présidents de la République qui ont succédé à Mitterrand. הוא היה מצטט באוזנינו קטעים שלמים ממאמרו אף מפורסם של אמיל זולה ז'קוז. Quand il faut réécrire une page d'histoire avec la France, ce sont les grands écrivains qu'il faut convoquer. Ce sont les enfants vers qui il faut aller. Pour retrouver alors les accents de la fraternité, rien de mieux que d'en appeler au mythe. המהפכה הצרפתית קמה נגד עריצות מבית. היא קראה לחירות, לשוויון, לאחווה, והיא קידמה את האנושות כולה בקפיצת דרך אדירה. La France, unanimement respectée, même si avec parfois un sourire affectueusement ironique, se termine avec Mitterrand. Un an après son élection à la tête du pays en 1995, Jacques Chirac décide de faire une grande tournée diplomatique au Proche-Orient. L'heure est venue de s'entendre avec tout le monde. Syrie, Jordanie, Liban, Égypte sont visités. Et bien sûr Israël et les territoires palestiniens. Au Moyen-Orient, dans le monde arabe, Jacques Chirac occupe une place particulière puisqu'elle est affective. Jacques Chirac, je pense qu'il relève lui d'une espèce très rare, du français philosémite et anti-israélien. Chirac, au Proche-Orient, représente une tradition française qui est sinon antisémite, du moins pro-arabe. Qu'il n'était pas seulement pro-palestinien ou pro-arabe, il avait un côté tiers-mondiste et anti-occidental en fait. Il va à Jérusalem, il demande d'aller à Jérusalem-Est. Forcément, il est entouré de flics, de sécurité. Ça, il aurait eu pire à New York. Les gens avaient peur, tout simplement. Personne n'était là pour l'empêcher d'aller voir les gens. On était là pour assurer sa sécurité, comme savent le faire les hommes de sécurité. Il en a fait un esclandre incroyable. J'ai encore comme problème. Je commence à en avoir assez.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. Please, you stop now. Bonjour. Il voulait prouver que, oui, il était le seul à pouvoir dire aux Israéliens leur fête. Calculé ou pas, Chirac fait un tabac. On le sent content de son coup, même si à Tel Aviv et Washington, la provocation diplomatique indispose. Les Palestiniens exultent. Un héritier déclaré du gaullisme est en train de signifier que la France n'en a pas fini avec les peuples qui recherchent la quintessence de leur émancipation. Jacques Chirac is a very dear friend of myself and of the state of Israel. And we care for our friends. What we did in the old city, I have to tell you, the security people do to me. Et qui a été d'autant plus déplaisant qu'à Damas, où ça s'est passé merveilleusement bien. Et donc, on ne pouvait pas ne pas établir le parallèle. L'Europe s'est comportée vis-à-vis d'Israël, la France en premier, avec une espèce de critique pas toujours à bon escient, sans balancer la critique nécessaire avec la sympathie nécessaire et la légitimité nécessaire. Les Français sont souvent considérés comme trop proches des Palestiniens. Il y a donc souvent une espèce de soupçon de double jeu. Édouard de Villepin était romantique. Je crois que s'il devait se choisir les modèles des ministres des Affaires étrangères, il prendrait Chateaubriand. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. J'étais immensément fière de la décision du discours de Villepin. Je me disais dans mes viscères, dans ces décisions politiques qui sont même au-delà du cerveau, mais enfin, que faites-vous? C'est une catastrophe. Vous allez déclencher une sorte de catastrophe diplomatique, humaine, politique. Chirac a quand même été admiré là par contre, sur son retour sur une vraie politique gaulliste de troisième bloc, de troisième voie. L'ami de Villepin a fait cela. C'était comme si la France était encore la grande puissance capable d'influer véritablement sur la marche des choses. Mais quel panache! Après François Mitterrand, c'est Jacques Chirac qui, à sa manière, renoue avec l'aspiration gaulliste de la troisième voie. On dirait que la France, à défaut d'être en capacité politique de la réaliser, sait encore très bien trouver les gestes et les mots pour se faire désirer. La France a pris la tête d'une croisade anti-américaine. Et ça, je pense que c'était une erreur. L'ONU, c'est nous, debout pour la paix. À Athènes, une bannière contre une guerre qualifiée d'impérialiste. Les Italiens n'avaient pas assez de superlatifs aujourd'hui. Jamais les Britanniques n'étaient descendus aussi nombreux. Défilés géants aussi en Espagne. Raz-de-marée à Berlin, tout comme en Suède, en Finlande et ici à Bruxelles, la capitale européenne. Qu'est-ce qu'on voit du côté de la France? On peut se dire, mais la France devient de nouveau championne de la liberté. Ça donnait l'impression qu'on défendait le régime de Saddam Hussein. Cette France ne peut s'affirmer qu'en mettant quelques bâtons dans les roues du système. S'il y a un endroit du monde où le crédit diplomatique de la France a perdu, c'est sûrement le Proche-Orient. La France a eu l'illusion d'avoir une influence au Proche-Orient, mais en fait, elle n'en a eu aucune. يرافق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في السعودية وفد رسمي كبير تميز بكثرة رجال الأعمال فيه. Quand en ce mois de mai 2008, il atterrit à Abu Dhabi, Nicolas Sarkozy affronte une crise financière mondiale inédite. Les pays du Golfe sont aux aguets, tout peut basculer. C'est le moment choisi par le président de la République pour décomplexer notre diplomatie commerciale, lui apprendre à négocier. Aller en avion ici et là, voyager tout le temps,
parler tout le temps. C'est le dernier geste extraordinaire. C'est à partir, en fait, du mandat de François Mitterrand qu'on a vu la diplomatie économique petit à petit supplanter la diplomatie tout court. Celle qui fait de ce néo-gaulliste singulier le porte-parole d'une république obligeante mais exaltée. أود أن أقول لكم أنتم الذين تعرفون فرنسا جيدا وتحبون بلادنا وتزوروننا بانتظام أريد أن أقول لكم إنكم دائما تحلون على الرحب والسعة وأهلا وسهلا بكم وإن مكانتكم في فرنسا محفوظة. Le plus parfait, si j'ose dire, étant Nicolas Sarkozy, en effet, qui ressemblait plus à une espèce de commis voyageur de l'industrie française. À Riyad ou à Doha, la France on connaît. L'émir du Qatar n'était-il pas le premier chef d'État arabe à être reçu par lui le lendemain de son élection? Il fallait venir signer des marchés, montrer à l'étranger que la France sait commercer. Et ce fut fait. Avec ma collection de sabres saoudiens, je n'aurai plus aucun adversaire à ma taille. Il y a une Sorbonne aujourd'hui à Abu Dhabi, un Louvre, etc. Pourquoi pas? Et je comprends ce désir, bien sûr, de projeter l'image de la France. Mais le Louvre à Abu Dhabi, c'est aussi complexe. Je pense que c'est sous-tendu d'intérêts, encore une fois, stratégiques, économiques. Terminer la diplomatie au long cours, celle des bains de foule, des toasts et des petits fours. Aujourd'hui, au nom de la croissance et de l'emploi, la France se doit de faire des exploits. Les chefs d'État du Moyen-Orient n'en reviennent pas. قبل قليل الرئيس الفرنسي وقع اتفاقية مع الحكومة الإماراتية لهذه إقامة أول قاعدة عسكرية فرنسية في المنطقة. هذه العسكرية. Voilà 50 ans que cela n'était plus arrivé, presque le temps de notre 5e République, que le drapeau français n'avait pas si bien flotté sur les vents porteurs des marchés. Et en effet, aujourd'hui, les contrats qui comptent, c'est plutôt le militaire, l'aéronautique, le luxe, voilà, toute une série de savoir-faire de l'industrie française qui tendent à supplanter un peu la vieille image purement culturelle de la France. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Les affirmations tenues par le président Sarkozy à Dakar renvoient beaucoup plus à des poncifs hegeliens, des poncifs de l'imagerie coloniale qu'à la réalité. Paradoxalement, il semblerait que les hommes politiques français jusqu'au président Sarkozy aient du mal à parler en Afrique. Quand son successeur prend possession du palais en mai 2012, François Hollande ne se doute pas que l'Afrique allait à ce point le posséder. Pourtant, tout concordait. Des djihadistes qui fuient la Libye de l'ère post-Kadhafi pour s'installer au Mali. Un débat passionnel sur la laïcité dans lequel l'islam est directement visé. Tous les ingrédients sont là pour déclencher une mise à l'épreuve de la République, en France comme en Afrique. Au moment où le président de son avion, il se trouve que j'étais à l'arrière de cet avion, allant vers Abu Dhabi, décide de déclencher l'opération Serval. Bamako est à quelques heures de tomber et le président de la transition a appelé la veille le président français et lui a dit « Demain, je serai mort, mais le Mali sera mort. Et ce sera un État taliban. Ce sera l'Afghanistan à 2 heures de vol de Séville. » Il s'agissait véritablement de défendre un pays ami. Et je crois que c'est la signification première de cette opération Serval. Au Mali comme partout sur le continent, c'est la vie, le jeu, le regard des enfants qui sautent aux yeux. Pourtant il faut, encore et toujours, réaffirmer les principes, marteler les devoirs, prévenir le danger. François Hollande s'expose,
dédramatise aussi puisqu'il sait y faire. Ici, à la faveur de populations en liesse, il réussit à se faire aimer. Les Français l'ont remarqué. La France n'a pas vocation à rester ici au Mali, parce que ce sont les Maliens eux-mêmes, les Africains qui assureront la sécurité, l'indépendance, la souveraineté. C'est ainsi que je conçois les relations entre la France et l'Afrique. Modeste Buffet, et il a tenu à échanger quelque peu avec vous. Je salue votre sens de l'hospitalité qui va jusqu'à baisser votre micro pour me permettre de parler plus. François Hollande représente quelque chose d'assez fort qui est la France a fait son devoir quand on était très menacé. Libérer Tombouctou de la force des djihadistes, quel symbole extraordinaire. Je sais bien aussi l'ambiguïté, la complexité politique de ces ingérences françaises, notamment en Afrique. Je ne suis pas sûr que les Français soient perçus que l'opération venait de, tout d'un coup, d'épargner 300 000 morts. Il faudrait que l'Afrique puisse se passer, dans un futur relativement proche, de ce genre d'intervention. En France, on s'est dit, tiens, un coup de main de plus du gendarme de l'Afrique. Et on n'a pas vu forcément la dimension historique perçue par des centaines de millions d'Africains. Le fantasme français, c'est la misère de l'Afrique va nous envahir. Ça m'accable parce que c'est une telle erreur de raisonnement. C'est l'espérance de vie qui fait la croissance démographique. Il serait bon que la France prenne le leadership sur une réflexion globale planétaire concernant cette immigration qui est devenue une grande crise concernant toute la planète. Les autres pays n'ayant pas la même histoire n'ont pas cette même relation absolument sourcilleuse que la France a la religion. On ne comprend pas cette laïcité et surtout, évidemment, on ne comprend pas ce qui se passait en France en 1905. Cette sorte de compulsion à légiférer donne l'impression qu'effectivement la France est aujourd'hui obsédée par l'islam et ça c'est relativement mal vécu par les populations africaines. Il y a quand même des éléments d'affinité forts. Il y a la langue, d'abord. Le français a été pour nous tous une langue de la liberté. Ça, on peut pas nier ce facteur-là. À partir de là, je ne me considère plus du tout comme un colonisé qui parle français, mais je me considère comme quelqu'un qui adhère à un pacte. La présence de la langue est encore le signe de quelque chose qui est partagé. Le foot aussi. Sait-on en France que l'Afrique dévisage autant le spectacle médiatique de nos élites politiques que celui des talents africains qui, sur le terrain de la Ligue 1, enflamment les stades et l'orgueil de nos pays? On s'intéresse beaucoup aux élections françaises. Les médias francophones font que les gens passent la nuit électorale assez profond dans nos provinces à se demander si ça va être Macron ou Marine Le Pen. Quel étonnant symbole que de voir dans cette tragédie de Charlie un président malien et français côte à côte à Paris venir en tête d'un cortège planétaire, montrer à la face du monde qu'humanité et fraternité vont de pair. Des centaines de manifestants se sont fait entendre aux abords du boulevard Charles de Gaulle de Ouagadougou hier après-midi. Ils ont fustigé à coups de slogans certains rapports entre la France et l'Afrique. Ils se sont aussi appliqués avec de la peinture à rebaptiser en lettres géantes la célèbre avenue que doit emprunter le président Macron. Il représente volens-nolens, la tradition du pays ex-dominateur. Les jeunes d'aujourd'hui sont, je dirais, très impatients vis-à-vis de la France. Il n'y a pas que la France dans le monde, et l'Afrique la regarde de façon relative.
Macron représente une rupture par rapport à ce manque de jeunesse dans la politique française qui était perçu certainement en Amérique latine. Le monde est surpris, mais la France aussi. Un jeune président de 39 ans surgit, mais à peine les fastes cérémonielles de l'élection finies, que notre nouveau président de la République est déjà parti. Il faut incarner le pays, autant à Paris qu'à New Delhi, autant en Russie qu'aux États-Unis. C'est même extraordinaire comment il peut établir de bonnes relations, même avec Trump. Il n'y a strictement rien qui les unit. Macron a quand même un sens de l'État que Trump n'a pas. Finalement, cet étonnement de Trump face à cette espèce de grand défilé, c'était bien sûr l'étonnement d'un petit garçon face à un grand défilé militaire. Il utilise les grands symboles de la France, que peut-être on a oubliés, qui peut-être ont été utilisés un peu moins dans les années précédentes, en tout cas pas de façon si spectaculaire. Et là, il lui fait comprendre quelque chose. Il a vraiment réussi à l'émouvoir, à l'impressionner. Trump prend l'idée qu'il va, lui, maintenant instaurer une parade militaire. C'était important pour la France. C'était essayer de lui parler dans son propre langage et de lui rappeler les grandes valeurs françaises. Que de la Révolution française sort un idéal qui est bien sûr lié évidemment à la Révolution américaine, que nous avons des idéaux en commun, des idéaux universalistes. L'histoire se répète, mais à l'envers. Quand il y a 60 ans, le jeune Kennedy venait séduire à Paris le général, c'est aujourd'hui le jeune Macron qui tente de faire de même avec le chef de la première puissance mondiale. 4 hommes, 2 époques, et un récit républicain qui n'en finit pas de s'écrire, pour le meilleur comme pour le pire. We're very happy and honored to be here with my wife Brigitte at the invitation of President Trump and Melania. Le chef de l'État américain a fait assaut d'amabilité envers son homologue français, sans pour autant céder d'un pouce sur les sujets qui fâchent. Cet assaut d'amabilité aura fini par dénaturer la visite du président français. Le plus cocasse a été ce bisou. Thank you. I like him a lot. Il y en avait trop. On n'a pas besoin de s'embrasser à ce point. On n'a pas besoin de faire autant d'accolades. Surtout que le grand frère a fini par dire au petit frère, oui, je t'aime bien, mais tu n'as pas raison. Et nous prolongeons ce documentaire dans Droit de Suite pour s'interroger aujourd'hui sur la voix de la France, portée en dehors de nos frontières depuis 60 ans par nos présidents de la République successifs. Et pour en parler à mes côtés, tout d'abord celui qui a co-réalisé le documentaire que nous venons de voir, Jean-Michel Dzian. Bienvenue Jean-Michel Dzian. Merci. Vous êtes journaliste, auteur donc de documentaires, avec maintenant une bonne douzaine de films à votre actif, dont celui-ci qu'on vient de voir, La 5e République vue d'ailleurs, du général de Gaulle à Emmanuel Macron. C'est un film que vous avez réalisé avec Joseph Beauregard. Marielle de Sarnez est avec nous. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes députée MoDem de Paris et bien sûr la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce Droit de Suite. Et puis en face de vous, deux observateurs de longue date de la vie politique française, intérieure et extérieure. Tout d'abord Olivier Mazerolle, journaliste éditorialiste, vous officiez sur RTL et LCI, et puis Michel Cotta, qui officie sur Europe 1, bien sûr. Merci à tous les deux aussi d'avoir accepté notre invitation ce soir. Jean-Michel Dzian, en voyant ce film, je me suis dit qu'il y avait des choix cornéliens à faire pour illustrer votre propos, notamment en matière d'archives. Donc ce sont des choix. Par définition, les choix sont subjectifs. Pourquoi avoir fait les choix que vous avez faits, peut-être en nous donnant quelques exemples, dans ce film pour illustrer votre propos, c'est-à-dire la voix de la France portée à l'extérieur par nos présidents de la 5e? D'abord, la première chose, c'est d'essayer d'avoir un parti pris au départ, qui était d'essayer de témoigner du regard que portent les autres sur la France. Oui. Donc, à part Roland Quérol qui incarne
une constance de la République en matière de journalisme. Tous les autres personnages sont des témoins oculaires, souvent, de ce qui s'est passé dans ces pays. Les choix, comme vous dites, Cornélien, ça c'est vrai. Il y avait à peu près 55 ou 60 voyages qui étaient possiblement représentatifs de ce que la France peut faire à l'étranger. J'ai pris le parti d'utiliser les voyages présidentiels comme un prétexte pour regarder la France d'ailleurs. Voilà. Et dans ces voyages, il y en a qui, parce que les archives étrangères sont là pour témoigner d'un regard que nous n'avons pas forcément l'habitude d'avoir, de témoigner d'un autre regard. Je prends les archives sur le voyage de Gaulle en Amérique latine. Oui, on va y revenir d'ailleurs dans un instant. Les archives argentines que vous voyez dans le film, personne ne les a vues. Oui. Puisque par principe, je suis allé les chercher là-bas avec Joseph Beauregard. On a fait un travail assez important sur la question. Et puis, sur les archives israéliennes, pareil. Voilà. Donc, on voit la France autrement. Il fallait faire des choix, ils sont subjectifs. Et vous les assumez. Et je les assume. Alors, est-ce que vous allez assumer le choix de ne pas avoir du tout traité l'Europe dans ce document? J'avoue avoir été très surpris. À aucun moment. Je comprends. On parle d'Europe. Je comprends, mais la France fait partie de l'Europe. La France ne fait pas partie de l'Amérique latine. C'est toute la différence. Donc quand on regarde la France vue d'ailleurs, aujourd'hui, ça n'aurait pas été le cas il y a 60 ans, mais aujourd'hui on ne la regarde pas de l'Europe, on la regarde d'ailleurs. Et c'était ça qui était intéressant, je pense, de mettre en scène et de regarder. On va voir un premier extrait de votre film, De Gaulle en Amérique latine, justement. C'est particulièrement significatif d'aller en Amérique latine et d'y rester longtemps et d'y tenir un discours d'indépendance par rapport aux gringo, ou grand rival nord-américain. Viva Chile! De Gaulle n'étant pas atlantiste, voulant marquer des différences avec les États-Unis et évidemment avec le bloc communiste, pour lequel il n'avait pas de sympathie. Viva el Ecuador! Il s'est dit, l'Amérique latine, c'est vraiment le contexte parfait pour pouvoir marquer symboliquement cette initiative de troisième bloc. Viva el Paraguay! C'était la France où De Gaulle était en train de réussir son pari de faire de son pays un acteur sur la scène mondiale qui compte. Qu'est-ce que ça nous raconte, ces archives, de ce point de vue-là? C'est-à-dire De Gaulle incarnant à la fois cette nouvelle République et la voix de la France à l'étranger. La Constitution de 58 du 4 octobre institue un autre modèle qui n'est pas du tout celui de la 4e. C'est-à-dire qu'il y a un président de la République qui sera élu quelques années après au suffrage universel, mais qui incarne la France. Or, la légitimité du président de la République à partir de 58, c'est clair qu'il la récupère ou il la rattrape, non pas seulement dans une politique intérieure, mais dans une politique extérieure. Et il a su, De Gaulle, réussir quelque chose de fabuleux. C'est d'arriver à être l'homme qui voulait être celui de la troisième voie et qui permettait... Vous appelez le troisième bloc. Bloc ou voie, mais c'était l'idée d'aller chercher sur un concept très simple. On favorisera l'émancipation des peuples, de l'indépendance, et De Gaulle incarne ça, en face de blocs, en face, et dans une guerre froide qui n'en finit pas. Et ça, De Gaulle a réussi ça. Le discours de Phnom Penh, que je n'ai pas repris là-dedans, en 66, c'était l'expression de ce que pouvait faire De Gaulle sur la scène internationale. Et l'idolâtrie, disons-le franchement, qui s'est manifestée à l'endroit du général en Amérique latine, parce qu'on oublie qu'il y avait les comités de la France libre là-bas, qui ont permis au général de Gaulle de s'imposer comme un leader. Et vous l'avez rappelé d'ailleurs dans le film. Tout ça participe à cette, j'allais dire, cette magie présidentielle. Mais il me semble aussi que ce qui est très important dans le choix de cette troisième voie, avec la rupture, en tout cas, de l'alliance systématique avec les États-Unis, c'est-à-dire la démarcation par rapport aux États-Unis, mais surtout, il se met dans le fil de l'histoire, parce que finalement, quand on regarde la France, d'ailleurs, me semble-t-il, la première des choses qui vient à l'esprit d'un étranger quand il pense à la France, c'est à la Révolution, la prise de la Bastille, la lutte pour l'égalité contre l'ordre établi par les puissants. Et là, De Gaulle, du coup, s'inscrit dans cette lignée-là, en marquant l'indépendance de la France par rapport aux deux grandes puissances. Alors, par rapport à l'Union soviétique, évidemment, même s'il va de temps à autre aller trouver des accords avec les soviétiques pour se démarquer des États-Unis, ne pas être constamment dans le sillage
des États-Unis, quand bien même en 1962, il n'avait pas hésité, au moment de la crise des missiles de Cuba, il ne va pas hésiter une seconde à dire à Kennedy, évidemment, je suis à vos côtés. Marielle de Sarnez, on dit souvent qu'il y a une forme de continuité de l'État essentielle en matière de politique étrangère. Et puis, paradoxalement, elle est incarnée sous la 5e par des hommes... parce qu'il n'y a maintenant que des hommes, différents, qui viennent de familles politiques différentes. Il n'y a pas un paradoxe, une ligne médiane à trouver entre ces deux données fondamentales, finalement. J'ai été très émue dans le film par toutes les images du général de Gaulle, de sa tournée en Amérique latine. Faut imaginer ce que c'était. Il est parti 1 mois. Est-ce qu'on imagine ça aujourd'hui? Donc c'était une autre période. Mais très malade. Très malade, mais 1 mois. Et en fait, vous dites, tout le monde dit affaires étrangères. Moi, je pense que les affaires du monde ne sont pas étrangères aux Français que nous sommes, aux citoyens que nous sommes. En tous les cas, pour moi, elles ne doivent pas l'être. Parce que qu'est-ce qu'il fait de Gaulle en Amérique latine? Il parle au peuple. Il est l'homme de l'émancipation des peuples. Il est l'homme de la liberté. Il est l'homme qui porte les idéaux de la Révolution française. Et je veux dire, ça retentit chez les latino-américains et ça retentit en France. Je veux dire, chacun des Français peut s'identifier à cette façon de penser le monde et d'arriver avec nos idéaux et les valeurs qui sont les nôtres. Et c'est ça la force, au fond, je trouve, de la France, dans sa politique extérieure, dans sa façon de penser le monde. Alors il y avait le 3e bloc, la 3e voie. C'est très intéressant de voir qu'il y a quelques jours, Emmanuel Macron a repris le terme de 3e voie dans son discours à la tribune de l'ONU. Et donc là, il y a une permanence, au fond. Il y a un fil qui est tendu et qui se continue d'une indépendance de la France, qui croit à l'émancipation des peuples, qui est contre les affrontements bipolaires, même si nous ne sommes plus aujourd'hui dans le monde bipolaire de l'après-guerre, on y reviendra, on est dans un monde, comme on dit, multipolaire, mais au fond, nous avons cette exigence, cette différence de 3e voie, et il y a de ce point de vue-là une continuité. C'est drôle parce que moi j'ai interprété ce film comme tout à fait le contraire. Ah oui? Je vois très bien, effectivement, quand on commence par le général de Gaulle, on prend un grand plaisir à s'apercevoir. Enfin, c'est une rupture totale avec la fin de la 4e République. Oui. On le sait, il incarne ça, il incarne la liberté, mais il incarne surtout beaucoup d'autres choses. Le héros de la guerre, celui qui a dit non. Et puis, brutalement, on s'aperçoit quand même que sa politique essentielle, qui est définir une 3e voie, est quand même largement entamé par Georges Pompidou, même s'il est le plus proche, effectivement, entamé par Giscard, complètement différente de celle de Mitterrand, et qu'on retrouve seulement, effectivement, maintenant. Ah ben c'est pas mal. Oui, mais enfin, on la retrouve maintenant. On trouve, moi, ce qui m'a surpris, et même presque, comment vous dire, je veux pas dire indigné, mais c'est que la personnalité du président de la République est tellement d'importance dans la politique extérieure de la France. Voilà, parce que comme vous dites, c'est une personnalité, c'est une politique extérieure de la France que beaucoup de présidents auraient dû concevoir de la même façon, et on voit très bien quand même la grande différence sur l'atlantisme, par exemple, entre le général de Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing. Je suis en désaccord, mais bon, il peut y avoir des nuances dans les successeurs grosses nuances. du général de Gaulle. Les moments non plus du temps ne sont pas les mêmes, le contexte n'est pas le même. Mais en même temps, je pense qu'il y a cette indépendance française, cette exigence au fond de ne pas être dans une pensée unique de notre politique extérieure. Nous portons quelque chose, nous, Français, je le pense, dans le meilleur des cas, particulier dans la façon de voir le monde et de penser le monde. C'était plus une maladresse qu'autre chose, c'est-à-dire qu'il y a eu la volonté chez Giscard aussi d'essayer de jouer ce rôle d'intermédiaire entre le bloc soviétique et les États-Unis. Bon, il a été maladroit parce que sa visite à Varsovie pour rencontrer Brejnev après l'invasion de l'Afghanistan a été quelque chose qui a été mal ressenti. Mais lorsqu'on regarde
les minutes de la conversation entre Giscard et Brejnev, on s'aperçoit qu'il ne cède pas un pouce de terrain à Brejnev. Mais bon, ça a été mal vécu. Comme d'ailleurs, ça a été mal vécu également le retour, je dis pas le retour, mais enfin dans la version intégrée de l'OTAN décidée par Nicolas Sarkozy, mais ça voulait pas dire non plus que c'était un alignement sur la politique américaine. Simplement, il partait du principe que la France était handicapée par le fait que, comme elle apparaissait comme étant hostile aux États-Unis, elle n'arrivait pas à se faire entendre de certains de ses alliés en Europe. Mais bon, mais il n'y avait pas non plus un alignement. On va demander son avis à l'auteur. Jean-Michel Jean, vous avez trouvé ou cherché même une forme de continuité, vous, dans cette voix de la France à l'étranger. Est-ce que vos interlocuteurs eux-mêmes étrangers, vous l'avez précisé, c'est la grande force de ce documentaire, sont des étrangers qui portent un regard. Oui, c'est ça qui est peut-être nouveau. Chez eux, ils le sentent, cette continuité, ou alors ils disent non, à chaque président, sa voix de la France, quoi. Il y a une France éternelle. Ils le disent eux-mêmes, c'est pas nous qui le disons. Et il y a plus que ça. Il y a une France universelle. Et que l'universalité dont parlait Olivier Mazerolle, elle existe, elle est toujours d'actualité. Il y a toujours l'idée que la révolution, les droits de l'homme, un certain imaginaire des Lumières réapparaît systématiquement. Et qu'il y a des moments, regardez Villepin à l'ONU, quand il a fallu se battre. Il y a dans le film, vous avez Lionel Zinsou qui dit l'histoire de France ne se résume pas à la colonisation. Et c'est vachement intéressant. Voilà. Quand il dit lui-même que son père s'appelait Émile Zinsou, l'ancien président du Dahomey, que dans la famille on prenait des prénoms français, tout ça c'était avant la colonisation. Il y a un imaginaire français que la langue permet d'exprimer, mais qui quand même existe et perdure. Pardonnez-moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas du tout ça que je mets en cause. Il y a effectivement, et on le voit encore plus en Chine, lorsque le président Pompidou est accueilli avec l'impression qu'effectivement la France c'est la révolution. Non, je suis tout à fait d'accord. L'image de la France, elle peut varier, mais elle s'inscrit, la révolution, la Bastille, on est d'accord. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que on peut mettre sur chaque président une étiquette internationale. Je veux dire, on voit très bien François Hollande sur le Mali. Il y a eu une inflexion un peu plus atlantiste, on va dire. Oui, voilà. De deux présidents, mais on peut dire Sarkozy et Hollande. Voilà. Là, on est dans quelque chose. Et avec peut-être à cause avec François Mitterrand, du contexte extérieur, on était un peu plus atlantiste. Mais deuxième permanence dont on n'a pas parlé, et c'est pas peut-être le lieu du débat là, c'est l'Europe. Voilà. C'est-à-dire que tous les présidents de la Cinquième se sont aussi inscrits dans une lignée de constructeurs de l'Europe. Je voulais juste le rappeler aussi. Alors on va passer un deuxième extrait. Pardon, juste, s'il y a une continuité, elle est sur l'Europe, enfin depuis De Gaulle, même De Gaulle allait la voir, elle est sur l'Europe. Je la trouve pas forcément sur la politique de la France à l'extérieur. Mais c'est autre chose. Disons qu'il est temps de revenir au fondamental de la politique extérieure. On est d'accord. On va passer un deuxième extrait de votre film, François Mitterrand devant la Knesset, à l'occasion de son premier septennat, et puis une réflexion d'Elie Barnaby. On écoute. Étant admis une fois pour toutes que j'exprime cette opinion dans le respect des droits fondamentaux qui s'imposent à moi comme aux autres, et dont le premier, me semble-t-il, est pour chacun l'irréductible droit de vivre. Ce droit, mesdames et messieurs, est le vôtre. Il est celui des peuples qui vous entourent. Et je pense, bien entendu, prononçant ces mots aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. La France, unanimement respectée, même si avec parfois un sourire affectueusement ironique, se termine avec Mitterrand. Un historien et diplomate Elie Barnaby. Alors, il y a cette phrase quand même, la France unanimement respectée se termine avec Mitterrand. Alors il y a la situation du Proche-Orient, proprement parler. Après cet extrait de Mitterrand devant la Knesset. Et puis plus généralement, il a l'air de dire il y a un marqueur en réalité. Il y a un avant et un après Mitterrand. C'est le cas. C'est ce que aussi vous avez constaté. Il dit seulement ce qu'il a développé pendant cet entretien que j'ai eu avec lui. C'est l'idée quand même qu'il ne s'est pas inventé grand-chose d'autre depuis Mitterrand sur le discours et la position de la France vis-à-vis du territoire palestinien, de la Palestine après, et qu'au fond, les présidents qui ont succédé à François Mitterrand
n'ont pas varié sur cette grande tangente-là. Voilà, c'est ça qu'il dit. Donc il ne dit pas que les autres n'ont rien fait. Il dit seulement que la position de base, c'était de dire il faut pouvoir arriver en fin de compte, et on en est là encore, simplement à faire en sorte que les deux États existent. On en est là, c'est la position de voilà, la France. Ça n'a pas bougé depuis Mitterrand. Bien sûr. Donc, mais sauf qu'il a dit à la Knesset, on se rappelle quand même que c'est la première fois qu'un président de la République s'exprime devant la Knesset. Et deuxièmement, quand j'ai vu cette image de Menahem Begin serré en face de Mitterrand, ces images-là, vous ne les avez pas vues. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas à l'INA. Et on voit les journalistes, nos collègues, en train de s'exprimer, vous l'avez entendu. On voit presque comme une hésitation. Hein. L'hésitation, parce il y a une hésitation entre eux, avec Joseph Beauregard, on a essayé d'installer quelque chose de très original. C'est demain où on voit Menahem Begin hésiter pour lui serrer la main. Mais parce que Mitterrand vient de dire qu'il faut un État pour les Palestiniens. Ce qui est formidable, pardon, dans ce qu'on vient de voir... L'audace est terrible, de la part de Begin. Ce qui est formidable, c'est le discours de Mitterrand. Moi, ça m'intéresse davantage, à la limite, que le commentaire de Barnaby, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Mais la force du discours de Mitterrand, venir là, devant la Knesset, pour s'adresser à Israël et parler en même temps au peuple et être applaudi et être ovationné. C'est formidable. Et en cela, en étant en rupture avec De Gaulle, c'est formidable. Oui, et exactement. Parce qu'il pourrait essuyer l'insulte. On parlait de politique. Quand De Gaulle on parlait de politique arabe de la France. Bon, et c'est vrai que la notion de politique arabe de la France n'a cessé de se diluer. Depuis De Gaulle, y compris même si François Mitterrand dit avec beaucoup de courage devant la Knesset ce qu'il pense, aujourd'hui quand même notre interrogation à tous c'est quelle est la politique arabe de la France. Si quelqu'un arrive à me répondre, je serais ravi, je trouverais que cette émission était amplement, mais la différence essentielle, c'est que la politique arabe de la France, il est impossible de la définir, tout simplement parce qu'il n'y a pas de politique arabe des pays arabes eux-mêmes. Et le problème, la problématique est là quand même. Et il y a effectivement une complication énorme. D'ailleurs, si on veut extrapoler par rapport à Mitterrand, c'est vrai qu'il y a un changement radical après Mitterrand. Pourquoi? Parce que le monde tout simplement a changé, que ça n'est plus du tout le même monde. La chute du mur de Berlin a tout modifié et qu'aujourd'hui un président de la République française n'a plus seulement pour se démarquer deux gros géants par rapport auxquels il doit agir, l'Union soviétique et les États-Unis, mais qu'il y a une multitude aujourd'hui de pouvoirs qui luttent les uns avec les autres pour tenter d'augmenter leur zone d'influence et que par conséquent c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne retire rien évidemment aux légendes et aux légendes justifiées que sont et le général de Gaulle et Mitterrand tous les deux dans des genres différents, mais néanmoins il faut reconnaître qu'aujourd'hui la situation Marianne de Sarnez, moi ce que je me suis demandé quand même, si tout simplement aussi c'est pas un moment où la zone d'influence française n'est pas l'Europe et plus l'international, le terrain de jeu français en termes d'influence, c'est devenu l'Europe dans les années 80 et justement en grande partie d'ailleurs avec ce fameux couple Mitterrand-Kohl que je n'ai pas trouvé dans ce documentaire par exemple. Pour les bonnes raisons. Mais on a changé de terrain aussi. Et notre influence a peut-être diminué, changé de voie. C'est l'Europe. Et moi ce qui m'a intéressé dans le film, c'est le titre, c'est-à-dire la France vue d'ailleurs. Moi je voyage beaucoup. Le monde a pour la France un regard de tendresse, de fraternité. Je veux dire, nous sommes le seul pays au monde avec ces libertés, égalité, fraternité, qui incarne quelque chose, qu'on le veuille ou non. Alors, plus ou moins bien, selon les présidents, selon les difficultés des moments, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose d'unique. Nous avons une influence française qui est plus importante que notre seule démographie ou notre seul positionnement géographique. Voilà, c'est ça la France. C'est aussi une puissance nucléaire, grâce au général de Gaulle, donc on fait partie des quelques puissances nucléaires. Nous sommes évidemment une puissance en Europe, et si on reprend une seconde ce qu'on vient de voir, Mitterrand devant la Knesset, là aussi on a une continuité de la position française sur les deux États. Il n'y a pas d'issue à deux États. C'est une position qu'on doit réaffirmer d'autant plus qu'on voit bien que les États-Unis cherchent une espèce de solution qui, à mon avis, n'en est pas une. Mais en même temps, moi je crois que la politique arabe, il y a eu des changements. On est parti, peut-être depuis Sarkozy, plus sur ce qu'on appelle une diplomatie économique.
Une politique des grandes idées universelles. Juste une seconde quand même sur le nucléaire. C'est ce que laisse entendre aussi votre documentaire. Sur le nucléaire, c'est pas seulement nucléaire, c'est aussi une force militaire, tout simplement. Bien sûr, plus conventionnelle aussi. Et quand on dit que la France, que la voix de la France est un peu dissipée, regardez ce qui se passe en Afrique. Si la France n'avait pas l'armée qu'elle a, elle ne serait pas intervenue comme elle est intervenue au Mali, elle n'aurait pas l'audience qu'elle a en Afrique, parce qu'il faut arrêter avec la légende qui consiste à dire c'est encore le colonisateur qui intervient. Attendez, Michel Cotta tout à l'heure s'interrogeait sur la politique dans les pays arabes, la politique française dans les pays arabes. Est-ce que ça, c'est pas devenu une politique économique, pour rebondir sur ce que vient de dire? Je ne suis pas d'accord. Il y a en fait, et normalement, une intervention qui a été, qui est nouvelle des présidents de la République dans les aspects économiques. On dit aux ambassadeurs, attention, à telle entreprise, les chefs d'État se déplacent avec une multitude de chefs d'entreprise. Il y a un côté VRP quand même aujourd'hui quand on est chef de l'État français. Pardonnez-moi de vous dire qu'il n'existait peut-être pas avant. Il y a quand même une différence entre la personne qui intervient en Libye avec ses arguments ou un président de la République qui préfère ne pas intervenir en Irak et qui fait parler. On est tous d'accord. Enfin, à mon avis, moi je suis d'accord. Il y a une énorme différence. Voilà, il y a un faisceau. Il y a une grande différence entre la position d'indépendance de la France au moment de la guerre en Irak et le grand discours de Villepin, évidemment, et ce qui s'est passé en Libye. Si c'est ça que voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. Alors, en revanche, vous avez choisi, en ce qui concerne le volet Nicolas Sarkozy, de mettre en avant ce côté VRP de Nicolas Sarkozy. J'ai choisi surtout. Ça, c'est quelque chose qui a été perçu par vos interlocuteurs aussi. La France serait de plus en plus intéressée par la diplomatie économique que par la diplomatie. Par les ventes d'armes. Il y a une métamorphose spectaculaire en 20 ans. On peut la marquer à partir de la chute du mur. Dans les années 90, ça a démarré. Ouais. Sur la manière de faire de la politique étrangère, sur la manière de faire de la diplomatie. On a parlé longtemps, chacun des ministres, même Jean-Yves Le Drian aujourd'hui encore, parle de diplomatie d'influence. En fait, il y a derrière ça, il y a effectivement l'idée de continuer, de perpétuer cet imaginaire français dont je parlais, mais surtout de vendre, de faire du commerce. Et Nicolas Sarkozy, franchement, c'était quand même un VRP. Et les pays du Golfe étaient un endroit privilégié. On se rappelle peut-être pas, mais la dernière base militaire française créée dans le monde, c'est dans les pays du Golfe. C'est dans votre film, voilà, d'ailleurs. Aux Émirats. Donc il y a bien une volonté d'installer dans les quatre coins de la planète quelque chose qui ressemble à on essaye de vendre. Et on l'a vu, les ventes de Rafale et ainsi de suite. Il y a quelque chose maintenant qui a changé dans la diplomatie, c'est que la France veut aussi montrer qu'elle sait vendre ce qu'elle a à vendre. Sauf que les autres pays le faisaient bien avant. Bien sûr. Ça a été la diplomatie allemande a toujours été. Cela dit, ça a choqué certains de mes interlocuteurs. Merkel va 50 fois en Chine dans son. Et n'oublions pas que le premier exportateur d'armes de très loin sont les Américains. Oui, bien sûr, dans tous les cas, dans le contexte mondial. Alors on s'y est mis. Mettons qu'on s'y est mis, mais enfin d'autres s'y étaient mis avant nous. Ça choque certains de mes interlocuteurs, mes témoins dans le film, sont des fois restent sur l'idée générale que la France, elle ne vend pas, elle ne sait pas vendre. Elle vend des idées, c'est l'esprit. Il n'est pas honteux d'essayer. Alors Olivier Mazerolle, ensuite un dernier extrait du film. Deuxièmement, concernant la Libye et l'Irak, je ne suis pas d'accord avec vous. Les circonstances n'ont strictement rien à voir entre l'intervention française en Libye et ce qui se passait en Irak. Le contexte est totalement différent. Les prises de décision, enfin vraiment comparer les deux choses, ça me paraît pas possible. Mais on parle de symbole. Du symbole. Le symbole. Eh oui, mais le symbole est très important. Alors, il y a bien un couple qui a compté dans notre diplomatie française, y compris celle qui a été incarnée par tous les présidents de la 5e, c'est France-États-Unis. Bien sûr. Kennedy, De Gaulle, Macron-Trump. Bien sûr. On regarde votre documentaire. L'histoire se répète, mais à l'envers. Quand il y a 60 ans, le jeune Kennedy venait séduire à Paris le général, c'est aujourd'hui le jeune Macron qui tente de faire de même avec le chef de la première puissance mondiale. 4 hommes, 2 époques, et un récit républicain qui n'en finit pas de s'écrire, pour le meilleur comme pour le pire. We're very happy and honored to be here with my wife Brigitte at the invitation of President Trump and Melania.
Alors ça, c'est un peu le je t'aime moi non plus avec les États-Unis. Après ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'époque de Gaulle. Et puis il y avait ce jeune président qui s'appelait John Fitzgerald Kennedy à l'époque. 60 ans d'intervalle. Voilà. Et c'est assez... alors on parlait de symboles, on parlait des grandes figures, mais c'est vrai, on n'imagine pas qu'il y a 60 ans, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Kennedy venait voir De Gaulle, essayer de le séduire dans les deux sens. Enfin, De Gaulle n'essayait pas de séduire, il attendait que ça vienne. Mais dans l'autre sens, Macron essaye de séduire Trump. Trump a été assez, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dans le documentaire, la visite de Trump à Paris l'année dernière sur les Champs-Élysées a beaucoup marqué les esprits, aussi bien de l'autre côté de l'Atlantique qu'ici. Et de Trump aussi, à mon avis. Et de Trump, évidemment. Alors là, il y a l'image, mais enfin, ils sont plus d'accord sur rien, Macron et Trump. On l'a encore vu à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ce sont deux mondes qui s'affrontent. On est alliés. Mais deux mondes avec des alliés toujours. Ralliés. On n'a pas forcément la même vision du monde. D'autant plus avec des États-Unis qui sont dans le repli sur soi total. Je veux dire, qui jouent un jeu, vous voyez bien, que le monde d'aujourd'hui, c'est plutôt un monde dangereux. Plutôt un monde qui se décompose, que le nombre d'États faillis, enfin on ne va pas faire ce qui se passe sur le globe et l'ensemble du monde. Et que je pense qu'on a un président américain qui, ne participant pas de ce qu'on appelle le multilatéralisme, remettant en question les institutions que sont par exemple l'ONU tous les jours, ou les grandes décisions mondiales, écoutez, ceci amène un nouvel équilibre à trouver. Et donc on peut être alliés, mais en même temps, on n'est pas obligé de partager le même point de vue que les Américains. Et la force de la France, c'est normalement ça. Non, il faut dire quand même que l'atlantisme en prend un coup à partir du moment où le président Trump est au pouvoir. Bon, c'est vrai que les atlantistes qui se sentent lâchés, l'Allemagne c'est encore plus vrai que nous, par Trump, ne peuvent pas réagir de la même façon. Et heureusement... Merkel a dit une chose subtile et pertinente. Elle a dit maintenant c'est à nous-mêmes d'assurer notre propre défense. Il était temps. C'est pas perçu encore comme ça par tous les Européens, notamment à l'Est. Alors notre relation à nous Français, septième puissance mondiale aujourd'hui, avec ce qui est toujours depuis le XXe siècle la première mais je ne dirais pas qu'on est allié des États-Unis parce que je ne vois pas sur quoi on est d'accord avec Trump. Donc, avec les États-Unis de Trump, je ne vois pas en quoi on peut être allié. On est amis des États-Unis. On est amis des États-Unis. Mais dans l'OTAN, on est dans les coalitions ennceintes. Non, mais d'accord. Mais sur quoi sommes-nous d'accord avec lui? Plus rien en ce moment. Bon, alors, en revanche, il est exact qu'il y aura peut-être une circonstance, et espérons qu'elle ne se produira pas, parce qu'elle serait vraisemblablement tragique, qui nous amènerait à être du côté des Américains. Donc espérons que ça ne sera pas le cas. Le discours de Macron devant l'Assemblée générale des Nations Unies, franchement, je ne vois pas sur quoi nous, Français, nous pouvons être en désaccord avec lui. Le seul petit bémol que je mettrais, mais ça c'est mon avis personnel, c'est qu'il y avait un peu trop de je et pas suffisamment la France sera hostile au nationalisme. Je dirais non au nationalisme, comme si lui tout seul pouvait faire quelque chose. Non, il peut agir parce qu'il est président de la République française, qu'il parle au nom de notre pays, qu'il nous représente tous, et que effectivement, il y a en France une majorité qui ne veut pas du nationalisme parce qu'on sait. C'est pas seulement parce que Mitterrand l'a dit dans son dernier discours devant le Parlement européen, le nationalisme c'est la guerre, c'est l'expérience historique qui le prouve, qui le montre. Et donc, nous, Français, majoritairement, nous sommes hostiles au nationalisme. Voilà. Il aurait dit la France, plutôt que ça aurait été mieux, mais voilà. Oui, bon, après, le discours, sur le fond, était impeccable. L'essentiel est que, pour le coup, la France retrouve une image, parce que le seul à s'opposer de cette façon-là, avec cette éloquence et à la fois ce raffinement, parce que il s'oppose pas à Trump frontalement, il décline ses arguments. Le seul, pour le moment, à trouver un vrai discours avec Trump, c'est quand même au nom de l'Europe. Alors, il dit peut-être au jeu, mais c'est vrai qu'il parle au nom de la France, et au nom de l'Europe, c'est quand même Emmanuel Macron. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Marielle de Sarnez, c'est un peu la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que là, on est face à la première puissance mondiale, la deuxième puissance mondiale, c'est la Chine. Ce sont les deux grandes puissances de ce siècle que nous sommes en train de vivre. C'est la deuxième puissance mondiale. Bon, la France, dans tout ça, sans l'Europe, franchement, on apparaît un peu comme un nain dans ce siècle qu'on est en train de vivre là, non? La Chine, je finis juste là-dessus, vous avez vu que 19e congrès, ils ont dit 2049, première puissance mondiale pour la Chine. Ayons ça en tête, parce que le monde change à une extrêmement grande vitesse. Mais et la France, c'est la voix de la France dans tout ça, alors. Elle
pèse. Le discours d'Emmanuel Macron à l'Assemblée générale de l'ONU, ça pèse. Et ça pèse pourquoi? Parce que c'est un discours où il y a des concepts, des idées, des inspirations, une philosophie, si je peux parler des idées. Nous sommes contre la loi du plus fort. Nous respectons le multilatéralisme et les institutions internationales. Nous voulons lutter, il l'a dit 10 fois, ça n'a pas été relevé, contre les inégalités, partout dans le monde. Ça, c'est, à mon avis, la mobilisation nécessaire pour les décennies qui viennent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que nous ont dit vos interlocuteurs. Vous n'avez peut-être pas tout gardé dans votre documentaire. Pas tout gardé. D'Emmanuel Macron, de sa politique, de la manière dont lui, il incarne la France. Ce qui est important. Est-ce qu'ils y voient une rupture, Non, mais ce que vient de dire Marielle de Sarney est tout à fait intéressant. Je veux dire, il se trouve que ce qu'on entendait à l'ONU, c'est ce que, d'une autre manière, ses prédécesseurs ont dit. C'est toujours plus ou moins. On se bat pour la justice dans le monde, pour l'émancipation des peuples, on se bat aussi pour les droits de l'homme. Mais on l'a entendu depuis De Gaulle. Il n'y a rien de neuf. Mais tant mieux, parce que ça fédère à la fois la France, les Français, qui se retrouvent dans ce discours national, et ça fédère. Et c'est ces valeurs-là qui nous permettent de faire jeu égal, de parler d'homme à homme, avec ça permet de personne à personne, entre président des États-Unis et président français encore aujourd'hui. Incroyable à la France, vu de l'étranger. Les pays africains sont absolument, ou asiatiques, sont les absolument, pays d'Amérique latine, sont fiers de voir Macron parler de ce genre de sujet. C'est la République. C'est la République. Alors après, est-ce que ça a un impact immédiat? Probablement pas. Mais ça infuse. Hein. Mais oui, ça infuse. Ce sont des choses qui comptent sur le temps long. Et en tout cas, dans l'immédiat, la voix de la France, elle compte en Afrique. Et pas seulement la voix, mais les actes. Et dans le nouvel ordre mondial qui est à construire, nous avons besoin vitalement, me semble-t-il, de cette voix de la France. Le dernier mot, Michel Cotard. Puisqu'on a parlé de la Chine, le seul qui ait ouvert une politique avec la Chine, c'est Jacques Chirac. Et il faut bien voir à quel point, lorsqu'on arrive en Chine, il y a des avenues Jacques Chirac, il y a des... Non mais la culture de Jacques Chirac l'a porté à reconnaître la Chine autrement qu'elle l'a été. Mais c'est aussi ce qui a permis à la France d'apparaître pour la Chine comme le pays de la libération, etc. Alors que souvent, nous n'avons pas Merci, vraiment un grand merci à tous les quatre. Ça a été un plaisir de vous avoir sur Droit de Suite, sur la base de votre documentaire, bien sûr. On parlait évidemment, vous l'avez compris, de la voix de la France incarnée à l'étranger par nos présidents de la République successifs. Vous allez réagir sur #DDS, notre adresse sur Twitter. Alors là, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de réactions sur votre documentaire et sur l'échange qu'on vient d'avoir ensemble. Rendez-vous à tous et à toutes pour un prochain Droit de Suite avec bien sûr son documentaire et son débat. À bientôt.